On va passer à l'exposé suivant. Donc, on va accueillir Sabrine Boisys, qui est donc doctorante au holistique et qui va venir nous parler plus spécifiquement du projet dont on a déjà entendu le nom, c'est de Zeria, et qui porte sur le déclenchement des chutes de blocs, enfin du lien entre le déclenchement des chutes de blocs et les conditions météo. On va modifier un petit peu le planning. Après la présentation de Sabrine, on s'arrêtera et on fera la pause déjeuner avant de reprendre pour une longue après-midi studieuse. Sabrine. Merci. Donc, bonjour à tous. Je me présente Boisy Sabrine, doctorante en début deuxième année de thèse holistique, sous la direction de David Amitrano et Christophe Lipenchon et l'encadrement de Nicolas Mégère. Je vais présenter aujourd'hui mes travaux de thèse durant la première année de thèse concernant l'étude du déclenchement des chutes de blocs en fonction des conditions météorologiques avec l'IA explicable. Durant cette présentation, on va aborder ces quatre points, en commençant par poser le cadre général du travail. Puis je présenterai donc une analyse statistique conditionnelle. Après, je vais introduire la partie prédiction explicable par l'IA. Et finalement, une conclusion, une future perspective. Commençons par poser le cadre général du travail. Donc, en présentant le projet et notre site d'études et les données mises à disposition et quelques éléments de l'état de l'art. Euh, comme vous savez tous que les éboulements rocheux représentent une menace importante sur les infrastructures et les usagers, il est essentiel de comprendre comment anticiper et gérer ce risque. Ici, on présente deux stratégies de risque. Donc, à gauche, les protections permanentes, mais qui sont coûteuses. Et à droite, on a les mesures temporaires déclenchées quand le risque augmente avec la météo. Euh, à ce propos, donc, s'inscrit notre projet, et notre travail s'inscrit sur le projet C2RIA, qui est un projet de recherche donc, financé par l'ANR sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la gestion opérationnelle du risque de chute de blocs. Ce projet, il réunit plusieurs experts en lien en géosciences et en gestion de risque. Il se divise en en trois work packages. Le premier consiste à collecter les données. Déjà, ils ont installé leur propre capteur LIDAR, GBSAR, photogrammétrie et tout, donc sur la falaise Saint-Hénard. Et du coup, la création de bases de données. Le deuxième work package, c'est plutôt où s'inscrit notre travail, c'est l'IA explicable donc, pour la prédiction des chutes de blocs. Et le troisième package, c'est le transfert d'apprentissage sur un autre site. Notre question scientifique, c'est comment l'IA peut apporter de meilleurs résultats et des explications cohérentes. Et en termes d'objectifs, notre travail se repose sur deux points principaux. Tout d'abord, identifier les conditions météorologiques qui précèdent les événements et construire des prévisions fiables et explicables à destination des gestionnaires. Le Mont Saint-Hénard a été choisi comme site d'étude, puisqu'il présente une activité de chute de blocs fréquente et avec une sensibilité aux conditions climatiques. Par conséquent, les données sur la falaise sont encore en cours d'acquisition. Et du coup, pour mettre en place notre méthode, on a utilisé des données sismiques qui proviennent de l'Observatoire des mouvements sur une période de 10 ans, donc allant de 2013 jusqu'à 2024, et des données météorologiques provenant des stations Météo France dans un rayon donc, de 5 km sur la même période allant de 2013 à 2024. En termes de l'état de l'art sur le contrôle climatique des chutes de bleu, on peut regrouper les méthodes trouvées en littérature en trois catégories. Pour la première, pour les premières approches basées les modèles à dire d'experts qui sont basés sur l'observation terrain. Ensuite, on trouve deuxièmement les approches probabilistes ou statistiques, là où il y a une analyse des données météorologiques et des chutes.
Aussi, calcul des probabilités conditionnelles et extraction de règles spécifiques. Et du coup, la construction d'un modèle donc, basé sur les résultats de probabilité. Donc, comme exemple ici, donc on cite ici quelques facteurs déclenchants étudiés dans les travaux de Delanca et d'Amato. Et à partir donc de l'étude faite par Delanca sur différents sites, là, des corrélations ont été détectées entre la pluie cumulée sur 2 jours, sur 2 et 3 jours et sur les températures au-dessous de zéro, avec un délai donc de prévision de Rockfall sur 1 à 2 jours et des probabilités donc conditionnelles qui sont presque 2 fois plus grandes par rapport à la probabilité de baisse qui est la probabilité de journalier de Roquefort. Donc la limite de ces approches, c'est que les bases de données sont limitées, on peut dire donc peu fréquentes en termes de nombre de Roquefort. Et du coup, c'est ce qui mène les corrélations plus difficiles à détecter. Aussi, les prévisions temporelles sont journalières et les volumes sont approximatifs par relevé manuel. Et du coup, pour les approches basées sur l'IA explicable, bah, qui restent peu fréquentes, et c'est justement dans cette direction où s'inscrit notre travail. Du coup, là où il va y avoir un entraînement du modèle deep learning donc pour prédire les roquefeuilles, puis une analyse des règles donc avec une méthode de XAI et la vérification ensuite de ces décisions avec donc les experts si elles correspondent s'ils les considèrent comme physiquement cohérentes. Et du coup là, en premier lieu, nous obtenons un premier modèle IA explicable et par conséquent, donc c'est l'obtention un nouveau modèle expert. Donc passons maintenant à la deuxième partie qui est l'analyse statistique conditionnelles. En commençant tout d'abord par une visualisation des données climatiques. Là, on voit les statistiques des données climatiques donc, pour chaque jour sur la période de 10 ans. En haut, on a les statistiques de précipitation, donc on voit une variation de la précipitation tout au long de l'année. Et en bas, on a les statistiques de température, où on voit que la température, elle varie entre -15 degrés et 25 degrés, donc avec des températures fortes en été, bien évidemment, et faibles en hiver. Et pour les données sismiques, donc on a ici à gauche donc, le nombre moyen et la médiane de nombre de chutes de blocs par mois sur toute la période, donc sur les 10 ans. Donc on voit qu'on a des roquefoles. Le nombre moyen de roquefoles il est plus élevé en hiver qu'en été. Par conséquent, là, si on voit à droite l'amplitude moyenne, et la médiane. Et du coup, on voit que l'amplitude des signaux sismiques elle est plus élevée en été qu'en hiver. Du coup, ici, donc, je passe à poser notre approche probabiliste. Donc, on définit une observation par l'horizon HRHP. On a T0, c'est notre temps d'observation. Et de part et d'autre, on a les deux horizons. D'une part, donc, l'horizon rétrospectif qui précède T0 et sur lequel on voit si la condition climatique elle est vérifiée. Et de l'autre part, donc, on a l'horizon de prévision à partir de T0 et sur lequel on voit s'il y a eu au moins un rockfall ou non. Et du coup, on a deux probabilités. Et nous, donc, on va s'intéresser à la probabilité d'avoir un rockfall sachant une condition climatique vérifiée. Donc ici, on a notre équation de probabilité. On a ensuite défini les conditions météorologiques. On a les classées en 3 catégories. Des conditions continues en termes de pluie et jet continu. Des conditions à seuil, où on a introduit un seuil d'intensité pour la pluie pour prendre en compte les fortes et les faibles pluies et des seuils pour l'amplitude, donc pour prendre en compte les forts, les gros et les petits éboulements. Et on a des conditions dynamiques en termes de charge et décharge de la pluie et de niveau de profondeur de jet. Et durant cette présentation, donc je vais présenter les résultats par rapport à la condition contenue, donc la condition plus contenue. Du coup, ici, je présente à droite, donc à gauche, les résultats de probabilité conditionnelle par rapport à la plus contenue. Et du coup, on voit que plus qu'on voit loin dans le passé, sur l'horizon rétrospectif, et plus qu'on prévoit loin dans le futur, donc on a des probabilités
la probabilité de certains événements, elle devient plus élevée. Et là, à droite, on voit le nombre de développements après les périodes de pluie continue. Et là, plus qu'on augmente dans l'horizon de prévision, plus qu'on a de nombre d'événements. Mais là, on voit que même si les probabilités dans cette zone sont élevées, là, on voit que les événements sont plus fréquents. Et du coup, à ce propos, on a eu recours à utiliser d'autres métriques pour renforcer notre calcul en prenant en compte euh, l'effectif. Du coup, on a rajouté l'intervalle de confiance. En prenant en compte l'effectif et les dépendances, on a rajouté le Ki2, le test du Ki2. Et en prenant en compte de la probabilité de base du chiffre de bloc, qui est la probabilité journalière de Roquefort, on a rajouté le lift, qui est une métrique utilisée en data mining pour voir l'influence d'une certaine condition sur la probabilité de base. Et du coup, on a eu recours à une agrégation de ces métriques. Euh, donc là, on a l'équation et les conditions. On passe après à calculer nos métriques. Et du coup, pour les métriques, on a défini des seuils de significativité. On a pris un, donc pour le lift, pour prendre les valeurs qui sont supérieures à un sont significatives. Et pour le test de Ki2 et l'intervalle de confiance, on a pris comme seuil 0,05, ce qui représente le niveau de risque pour le test Ki2 et le niveau de confiance pour l'intervalle de confiance. Et finalement, donc, on a l'agrégation qui représente le niveau de confiance pour chaque horizon en donnant des valeurs de 0 à 3. Et donc, pareil, donc, je vais présenter les résultats des métriques pour la condition plus continue. Et pour les autres résultats des probabilités conditionnelles, vous le verrez dans un prochain papier. Du coup, ici, on a, pour le livre, donc on voit qu'on a des valeurs qui sont toujours presque supérieures à 1 pour la condition plus continue, des p-values qui augmentent au début, puis qui diminuent le long qu'on augmente l'horizon de prévision. Et on a des valeurs confiantes pour l'intervalle de confiance, pour des horizons donc rétrospectifs qui sont faibles, de 1 jusqu'à 4 jours. Et du coup, pour l'agrégation, donc on a pour l'agrégation, donc on identifie comme période, comme horizon significatif, là l'horizon où on a des horizons là l'horizon où l'horizon rétrospectif il est faible, donc de 1 à 4 jours. Du coup, ici, je passe à poser la question. Donc, peut-on anticiper les événements donc, avant qu'ils se produisent, tout en laissant l'IA choisir le bon conditionnement? Et du coup, la réponse à cette question, ça va être dans la troisième partie de la présentation, qui est la prédiction explicable par l'IA, dans laquelle on va voir comment un modèle IA, il ne peut seulement pas prédire les rockfalls, mais aussi expliquer ses choix, ses décisions. Euh, et du coup, je commence par définir les deux termes prédiction et prévision. Du coup, c'est quoi prédiction? Donc, c'est le fait d'attribuer une place à un objet. Et la prévision, ou le terme connu forecast, c'est quand on anticipe donc un événement pour mieux s'y préparer. Tel est le cas dans la météo. Et du coup, dans notre travail, nous, on attribue une place donc à une fenêtre temporelle. Donc, en termes d'IA, on fait de la prédiction, mais en termes d'application, on est plutôt sur la prévision. Donc ici, je présente les modèles de prédiction basés sur l'IA qu'on les classe selon les types de données. On a tout d'abord les modèles classiques. On trouve le perceptron, donc, qui est la brique de base de toute architecture. Puis en empilant plusieurs couches, donc on obtient le multilayer perceptron. Pour les données de type donc temporel, on a les modèles récurrents comme Armax, LSTM et Reservoir Computing. Et pour les types de données spatio-temporelles, donc on utilise les modèles convolutionnels tels que CNN et Inception, qui est une version améliorée de CNN qui intègre donc des convolutions parallèles à différentes échelles. Et du coup, pour les types textuels, donc on a les LLM qui traitent une grande quantité de texte. Et du coup, comme vous savez tous que l'IA est une boîte noire, du coup, d'où vient, donc ici, on montre l'apport de l'IA explicable donc, dans notre travail. Et du coup, c'est quoi l'explicabilité? Donc, l'explicabilité, c'est le fait de comprendre pourquoi un modèle IA il prend une telle décision. Et c'est le fait de renforcer ou non la confiance à la prédiction. Du coup, avant, pour l'approche probabiliste, donc on part des hypothèses et on teste les règles. Du coup, on parle de test d'hypothèses. Mais là maintenant, dans l'approche IA explicable, donc on part des prédictions IA
et on forme les hypothèses automatiquement. Donc ici, dans l'IA explicable, on est plutôt sur la formulation automatique d'hypothèses. Donc comment on forme ces hypothèses? On regarde quel élément dans les données ont contribué à une chute, et donc de cette manière qu'on construit l'hypothèse. Exemple, donc on peut visualiser sur la prédiction d'un éboulement qu'il s'appuie sur les jours de pluie récente ou sur les jours de pluie ou quand elle a été très intense, ou sur la succession de pluie légère mais continue, ou sur la température plus que la pluie, ou sur la pluie plus que la température. Et du coup, ici, donc, je présente les méthodes classiques de XIA qu'on les catégorise donc, en deux familles. Donc, les méthodes entières, où les explications donc, sont fournies à partir, en fonction de l'architecture de modèle. Et les données et les méthodes post-up, où les explications sont générées après que le modèle il a pris une décision. Et du coup, dans cette catégorie post-up, donc on trouve le grade K, donc, qui est une méthode qui donne comme résultat une carte d'importance visuelle. Là, par exemple, donc pour un modèle qui prédit la classe chat, on voit que le grade K il nous renseigne sur la zone de l'image, donc, ou les pixels de l'image qui amènent le modèle à prédire la classe chat. Aussi, on trouve la méthode chat qui donne un score d'impact d'attributs négatifs ou positifs, donc selon combien les attributs ont contribué à abaisser ou à monter la probabilité de prédiction. Dans notre cas, ça peut être les attributs pluie, gel, etc. Et aussi, donc, on trouve le live où on fait donc de la prédiction locale pour un modèle complexe, donc en l'approximant par un modèle plus simple. Et donc, nous, pour notre travail, on est parti pour le moment donc, sur GradK. Donc, ici, je vous présente rapidement le principe de GradK. Du coup, pour un modèle donc, convolutionnel qui fait n'importe quelle tâche donc, de classification, de capture d'image ou de réponse à question, donc, tout d'abord, on a la propagation des données donc, dans le modèle pour calculer le score de la classe pour l'énoncé. Puis, donc, une backpropagation, donc un retour en arrière pour le calcul des gradients, qui se fait en deux phases. Donc, tout d'abord, la sélection de couches, et puis le calcul des gradients de chaque filtre sur la couche. Donc, ensuite, nous faisons la moyenne de ces gradients obtenus pour chaque filtre pour déterminer leurs importances, ben, ce qu'on peut dire pour déterminer leur poids. Et du coup, à la fin, nous pondérons les activations de chaque filtre par les poids qu'on a déjà calculés dans l'étape 3. Et en effectuant le relu, nous obtenons notre heatmap du GradCam. Donc, comme on a vu que GradCam il nécessite un modèle IA convolutionnel, pardon. GradCam nécessite un modèle IA convolutionnel. Et du coup, à ce propos, donc, on a utilisé InceptionTime, donc, qui est un modèle dédié pour les séries temporelles. Il est capable de créer des dépendances multi-échelles grâce à ces convolutions de taille différente donc, qui se fait en parallèle. Du coup, Inception, donc, il est constitué de plusieurs Inception modules, où chaque module, comme je dis, il contient des convolutions de taille différentes. Et donc, pour notre jeu de données, donc pour entraîner notre modèle, on a pris comme horizon rétrospectif, donc on a fixé le taille 14 jours. Et pour l'horizon de prévision, on a pris des horizons de prévision de taille 1, 3 et 7 jours. Et du coup, notre vecteur d'input d'entrée pour le modèle, ça serait le vecteur de 336 valeurs qui représente une fenêtre de précipitation de 14 jours, donc en horaire. Et comme target, donc on a des zéros pour dire que pas de rockfall et des 1 pour signifier la présence de rockfall sur l'horizon de prévision. Donc ici, je présente quelques métriques pour l'évaluation des performances du modèle. Donc on a la matrice de confusion donc, qui représente le nombre de trous positifs, fausses négatifs, fausses positifs et trous négatifs. Donc on a l'accuracy
qui calcule combien le modèle il a fait correctement des prédictions. Ensuite, donc, on a le recall qui montre combien le modèle, donc, parmi les roquefoils vrais, combien sont détectés. Et là-dessus, c'est ce métrique qui est le plus important pour les gestionnaires. Puis on a la précision, donc qui calcule donc, parmi les roquefoils prévus, donc combien ont été vrais. Et là, il est plus important pour la modélisation. Et on a le error rate, donc qui montre le nombre, combien de roquefoils mal prédits. Et donc ici, donc les résultats de notre donc, modèle Inception pour les différents horizons. Donc, on s'intéresse à au premier résultat donc, avec l'horizon de prévision de taille 1. Donc, on a la probabilité de Roquefort, elle est à 0,12. Donc, ici, je présente les métriques moyennées parce qu'on a fait de la creuse validation donc, pendant l'entraînement. Et ici, donc, je présente un exemple de prédiction sur l'année 2018, donc à partir de la cross-validation. Et du coup, là, on voit que le modèle, il arrive à prédire en moyenne environ 15 rockfalls. Il a raté environ 40 rockfalls et il a annoncé à tort environ 54 rockfalls. Et il a bien prédit environ 250 no rockfalls avec un error rate de 13%. Et là, on voit que pour le modèle, donc les performances de modèle sur les deux horizons, que le modèle, il arrive à prédire presque la moitié des rockfalls, donc avec un error rate qui sont un peu plus élevés. Et du coup, ici, donc, je passe à présenter comment GradCam, ça fonctionne dans notre cas. Du coup, là, donc, après avoir entraîné le modèle, donc, on a eu nos prédictions. Donc, j'ai pris deux exemples de prédictions où le modèle, il a bien prédit la classe Rockwell et où le modèle, il a bien prédit la classe non Rockwell. Et du coup, donc, comme sortie de GradCam, donc, on voit que le modèle, il donne le plus d'importance au moins de derniers jours. Donc, et comme on voit ici, donc, avec la couleur. Et là, pour la classe No Rockfall, donc, on voit que le modèle, il donne plus d'importance aux derniers jours. Et là, aux périodes donc, où on a des pluies antécédentes, des pluies donc, qui sont faites. Donc ici, c'était un exemple, mais là, c'est donc les résultats de GradCam pour un modèle donc, de prévision donc, sur un jour. Donc, on a effectué le GradCam pour les différentes classes. Et du coup, ici, je présente donc les courbes d'importance des événements qui ont été bien prédits par le modèle. Et en bas, ce sont les fenêtres de précipitation qui précèdent les événements de Rockfall qui ont été bien prédits. Et du coup, on a effectué du clustering pour avoir donc, un premier pattern. Donc, on a ici fait la moyenne de toutes ces courbes d'importance. Et là, on voit que Gradka, il nous montre que le modèle il donne plus d'importance aux deux derniers jours, avec une augmentation de précipitation sur deux derniers jours. Et du coup, donc pour les autres cas, donc je viens de présenter ce cas-là. Et du coup, pour la prédiction donc sur la classe Neurofol, on a identifié des importances sur les derniers jours, avec dans ce cas diminution de précipitation. Et pour le cas où le modèle il a annoncé à tort le Roquefort. Donc, on voit qu'on a eu des importances sur les deux derniers jours, avec une importance sur le mois deuxième jour, et avec une augmentation de précipitation sur les derniers jours. Donc, on voit qu'on a trouvé ici presque des tendances similaires pour les précipitations. Donc, ce qui a amené le modèle à prédire la classe Roquefort, donc au lieu de la classe non Roquefort. Par contre, là, pour la classe le Roquefort, sachant qu'il y a un Roquefort, du coup, on a eu des importances sur les derniers jours, du moins 4 à 7 jours, mais on n'a pas identifié de tendance de précipitation. Et du coup, donc on passe à la conclusion donc, et nos futures perspectives. Donc, en termes d'approche probabiliste, donc on a testé plusieurs conditions météorologiques. Les résultats ont été similaires avec les travaux des Olympiques sur La Réunion, où elle a trouvé donc, des pluies cumulées sur 2 jours, donc avec un délai de 1 jour, donc une probabilité conditionnelle à 0,32
plus élevé par rapport à la probabilité de baisse. Et nous, sur le centenaire, donc pour la pluie continue sur 2 jours, donc avec un délai de 1 jour, on a eu une probabilité de 0,17 un peu plus élevée par rapport à la probabilité de baisse. Et pareil donc pour l'horizon de 3. Donc, en termes d'IA, on a entraîné le modèle Inception. Et comme métrique, pour les métriques, donc pour le modèle avec l'horizon de prévision de 1 jour, donc on a eu 70% d'accuracy globale, avec 32 en classe 1 et 75 en classe 0. Et là, pour HP3, donc on a eu 56 d'accuracy globale, avec 39 en classe 1 et 63 en classe 0. Et donc, en termes de XAI, pour le grade 4, donc on a eu des cas explicables où on a la classe Rockfall et le no Rockfall qui ont été bien prédites. Donc, on a pu identifier des tendances. Et aussi pour les Rockfall annonciateurs, où on a trouvé des tendances similaires, ce qui ramène le modèle à prédire la classe Rockfall. Mais on a eu donc des cas qui sont inexplicables, ce qui est le cas pour les faux négatifs. Et du coup, donc, ce qui nous oblige à faire une analyse des cas des faux négatifs, test d'autres modèles d'IA donc, récurrents comme réservoir computing et l'STM Max, car pour le moment, on n'a testé que des modèles spatio-temporels, alors que les modèles récurrents sont nativement temporels, donc ça serait un avantage. Et en termes de XAI, donc c'est le test d'autres méthodes de XAI, telles que Shaplime et Attention Layers, donc pour voir si on aura des conclusions similaires ce qui va donner plus de confiance à nos résultats. Merci. Merci beaucoup, Sabrine. On va donner la parole à une question avant d'aller prendre le déjeuner. Allez, une question qui se lance. Une question pour Sabine. Sabrine. Jean-Marie, merci pour la belle présentation. C'est une question, par exemple, vous pouvez avoir une forte pluviométrie qui peut, avec un effet différé, avoir un impact en termes de chute de bloc, mais entre le moment où on a la pluie et la chute de bloc, il peut y avoir d'autres perturbations, comme des vibrations ou n'importe quoi, qui risquent de provoquer. Est-ce que ça peut expliquer le fait que vous n'arrivez pas à trouver la chute de bloc, qu'il y a d'autres phénomènes qui se sont réellement avérés, produits, mais que vous n'avez pas considérés comme éléments? Oui, c'est vrai. Mais là, vous parlez en termes d'explicabilité du Oui. modèle. Oui, oui. Du coup, là, en fait, on vient de faire de. Je sais pas si vous dire la question. C'est pas que c'est déterministe, pas forcément déterministe, c'est pas une causalité directe. Une forte pluie pour avoir un événement, Mhm. entre la forte pluie, par exemple, ça peut être autre chose, et l'effondrement, c'est le chute de bloc, il peut y avoir aussi autre chose qui se produit qui va, après, sans la forte pluie, il se serait peut-être bien Oui, oui, qui passé, peut être la cause mais aussi il a de. fallu l'aider un petit peu le bloc. Oui, oui. Peut-être aussi, on peut voir, parce que là, en fait, pour le moment, on a vu que les précipitations, mais dans un deuxième temps, Non, on va voir les autres conditions météorologiques telles que le gel, la température et tout. ce que le modèle en lui-même, c'est des événements physiques qui ont contribué, qui ne sont pas pris en compte, mais le modèle, peut-être, fonctionne relativement bien. Mhm. C'est une petite question. Je propose qu'on s'arrête là. Éventuellement, le buffet sera le temps ad hoc pour continuer à poser des questions techniques à Sabrine. Merci à tous et merci encore, Sabrine. Merci.